Mon enfance a été une enfance très heureuse, c'était très tranquille. Je vivais à la campagne avec mes parents et puis mon chien parce que je suis fille unique. Et puis, bon, je suis née à Paris, mais je suis venue à Genève à 6 mois et je pesais 1,5 kg à la naissance et j'étais dans un carton à chaussures avec de la voile parce qu'il n'y avait pas de couveuse à l'époque. Ouais. Donc j'avais vraiment envie de vivre. Ouais. Et puis, disons, j'ai fait toutes mes classes. J'étais très, très, très gâtée par mon père. Parce que j'avais un père un peu spécial. Il a commencé à travailler à 52 ans. Parce qu'ils avaient de la fortune, mais ils ont tout dépensé. Et à un moment, il fallait bien gagner de l'argent. Alors j'étais vraiment très très heureuse. J'ai fait toutes mes classes à Genève. C'était évidemment comparé à maintenant, je sais ce que je disais à Jean-Christ tout à l'heure, quand il y avait de la neige, il faisait très froid, on pouvait mettre les pantalons de ski, mais on devait mettre une jupe par-dessus. Il ne fallait pas qu'on nous voie en pantalon. Et puis évidemment, les filles étaient séparées des garçons. Ça c'est bien fait. Je lui disais aussi qu'on nous demandait, on devait s'asseoir sur le côté et montrer nos pieds, savoir s'ils étaient propres. Parce que pas tout le monde avait des salles de bain. Non, il n'y avait pas de salle de bain. Moi, j'ai toujours connu la salle de bain, mais il y avait beaucoup d'appartements où il n'y avait pas de salle de bain. Mmh. Ouais. Et puis autrement, il n'y a rien de vraiment particulier. J'ai toujours été très gâtée, très choyée. Mes parents s'entendaient bien. Et mes classes se sont passées normalement, juste parce qu'à l'époque, le deuxième semestre comptait double. Alors moi, personnellement, le premier semestre, je ne faisais rien du tout. Je travaillais au deuxième pour avoir mes moyennes, pour pouvoir passer à l'échelon supérieur, oui. Puis après, mes parents m'ont envoyé en Suisse allemande dans un internat tenu par des bonnes sœurs. Là, c'était moins drôle. Mais après, puis j'ai eu une jeunesse vraiment agréable. Puis la vie était agréable à l'époque. Je me souviens, on habitait en rez-de-chaussée à la rue de Candolle. Toutes les fenêtres étaient ouvertes jour et nuit, sans aucun problème. Maintenant, ça serait plus possible. Mon père était d'origine de Neuchâtel. Et puis, il a connu ma mère parce que quand il s'est retrouvé avec moi, parce que ma mère biologique a refusé de me garder, mais lui m'a gardée. Et il était dépressif, il a été dans une clinique, il a connu ma mère. Et puis voilà, pour moi, c'était pas ma vraie mère, mais je la considérais comme ma mère parce que elle m'avait depuis l'âge d'une année, elle s'est occupée de moi. Ouais. Mais c'était quand même assez sévère, il y avait des règles très strictes à l'époque, oui. Oui. On ne pouvait pas sortir comme on voulait, non, c'était très strict. Ouais, ils avaient quoi, 20 ans de différence? Mes parents avaient 20 ans de différence. Mon père était de 1879 et ma mère de 1899. Et puis tu as aussi habité dans plein d'appartements à Genève. Ah oui, j'ai vu plein d'appartements parce que ma mère voulait toujours changer. Et à l'époque, il y avait énormément d'appartements libres et les 3 premiers mois de loyer étaient offerts. On ne payait pas. Et on a toujours eu des très très grands appartements pour nous 3. Moi, j'avais même 2 chambres pour moi. Ça ne me servait à rien, mais j'avais 2 chambres. Ça dépendait les revenus aussi, ça dépendait, c'est pas tout. Oui, et puis bon, je me souviens qu'on avait un appartement de 6 ou 7 pièces, on payait 180 francs à l'époque par mois. Hein. Et 3 premiers mois gratuits. 3 premiers mois gratuits, oui. Et c'était tous des appartements dans la vieille ville? Oui, toujours dans le même quartier, près de l'église russe, du côté de Saint-Pierre. Toujours, d'ailleurs, je montrais ça à photographier et tout, les immeubles, mais c'était des grands appartements très confortables, avec cheminée dans toutes les pièces.
Et je me souviens, nous, quand on habitait à la rue de Fer, on avait le chauffage par appartement. Alors tous les matins, à 6 heures, il y avait quelqu'un qui venait pour mettre le chauffage en marche. On s'occupait de rien, c'est lui qui s'occupait de tout. Ça, c'était juste à côté de l'église russe, à la rue de Fer, ouais. Mais j'ai toujours connu... Moi, c'est pour ça que mon rêve, maintenant, c'est d'avoir un petit appartement. Parce que c'était trop grand, et puis mes parents sortaient beaucoup, donc j'étais toujours seule. Et évidemment, il n'y avait pas la télévision, et c'est là que j'ai commencé à lire beaucoup. Oui. Ça a toujours été... Oui, tout allait bien. Bon, il y a eu la guerre en 1939. Je me souviens, on habitait à ce moment-là à la rue de Candolle, et le grand parc des Bastions avait été fermé parce qu'il y avait des chevaux pour la guerre. Et puis mon père est parti, tous les hommes étaient mobilisés. Et puis, bon, il venait en permission comme ça, mais ça n'a pas été... Pour nous, à part les coupons pour la nourriture, les habits, on n'a pas ressenti vraiment la guerre. Sauf qu'il y avait l'obscurcissement, il fallait tout obscurcir les fenêtres, et le soir, si vous sortiez, il fallait prendre une lampe de poche. Puis il y avait des petits malotrues qui enlevaient les bouches d'égout. Ah. Alors c'était dangereux, c'est pour ça qu'il fallait toujours avoir une lampe. Alors, j'ai jamais connu son père, et il est décédé 2 ans avant ma naissance, en 1962. Hein. Ouais. Et par contre, sa maman, ma grand-mère, je l'ai connue, oui, je l'ai connue jusqu'à l'âge de... j'avais quoi, 10... Elle est décédée en... Elle est décédée mon père est décédé en 61, ma mère en 80 ans. Voilà, j'avais 17 ans. Elles sont décédées à 20 ans d'intervalle. Bah, je l'ai connue jusqu'à 17 ans et je l'adorais. Elle habitait au boulevard du Pont d'Arve. Et puis, bah, quand j'étais petit, j'allais chez elle. Elle me faisait toujours mon plat préféré. C'était un gratin de pâtes. Et puis après, on allait se promener au parc des Bastions. Et puis à l'époque, on pouvait louer c'était des sortes de choses avec des pédales. Et puis c'était un cheval. C'était un cheval qui avait comme des rênes, comme un cheval. On se baladait dans les bastions, je me souviens très bien, à l'époque il y avait une petite rivière. Oui, puis tu es tombé dedans. Et je suis tombé dans la rivière. Avec le cheval, donc c'était en plastique, en bois, et je suis tombé dedans, j'étais venu en pleurant voir ma grand-mère, j'arrivais pas à sortir le cheval qui était dans l'eau, et puis il les louait, c'était ça, il y a des petits stands de location, il y avait des petits vélos, ou ces petites choses de cheval, et j'allais avec ma grand-mère. Oui, mais elle me racontait surtout sa vie, quoi, des choses comme ça, et puis je l'adorais, quoi, et puis je passais souvent. Elle nous adorait aussi. Hein. Ouais. Et puis, surtout toi. Ouais. C'était plus compliqué. Arrière-grand-parent, ben évidemment, j'ai une photo, mais je ne l'ai pas prise de mon arrière-grand-mère. Et ils étaient dans l'horlogerie, donc la famille de mon père. C'était une famille assez aisée pour que leurs 3 enfants aient pu vivre sans travailler. Surtout mon père avait un frère et une sœur, mais ils n'ont jamais, jusqu'à l'âge, passé 50 ans, ils n'ont jamais travaillé. Ils vivaient de leurs moyens, de leur fortune. Mais tout d'un coup, la fortune, il n'y en avait plus. Parce que je me souviens, moi je ne m'en souviens pas, on me l'a raconté, que chez mes parents, tous les dimanches, il y avait à peu près 20 personnes qui venaient manger. C'était presque table ouverte, il y avait beaucoup. C'était comme ça la vie. Et le maximum, mon père, il aimait beaucoup tout ce qui était sucrerie. Alors, le jour de son anniversaire, il restait dans son lit et il mangeait que des bonbons, des biscuits, du chocolat. Ouais. C'était un original, mon père, très original. Mais j'ai adoré mon père. Mais le chocolat suisse était déjà connu. Non, écoute, moi je me souviens plus. Ben oui, parce que par exemple, je me souviens de ce chocolat Frigor. Frigor? On recevait toujours des boîtes de chocolat Frigor. Je crois qu'il existe encore. Frigor, ouais, ça existe. Hein. Il y avait la boîte en carton.
Et il y avait le chocolat au frigo, oui. C'est ce que, quand il y avait des visites, j'apportais toujours du chocolat au frigo, oui. Puis à l'époque, on n'avait pas de glace. Moi, je me souviens, quand je me suis fait opérer des amygdales, j'ai pu manger de la glace, parce qu'il y avait de la glace que chez le confiseur. Il n'y avait pas autrement. Sur les quais, il y avait des marchands de glace, mais évidemment, au Migros, tous ces magasins-là n'existaient pas. Ils ne vendaient pas de glace, mais les épiceries, jamais. Et chez mes parents aussi, on n'avait pas de frigo, donc. Alors, il y avait un cheval avec une grande remorque, et le gars portait des grands blocs de glace. Il avait quelque chose sur son épaule, une toile de jute qu'on appelait, et il nous apportait tous les 2 jours cette glace pour qu'on puisse garder les aliments au frais. Tes grands-parents et arrière-grands-parents, ils ont vécu à Genève ou à Neuchâtel? Ils ont vécu à Neuchâtel, puis surtout dans le canton de Vaud, près de Lausanne. Ils avaient une magnifique propriété, ils avaient aussi une propriété à Menton. C'était des gens aisés. Mais ils n'avaient pas de problème financier. Non, au cas. Mais moi, j'ai connu le tram. Je n'ai pas connu avec les chevaux, alors ça, je n'ai pas connu. C'était déjà le tram, mais il y avait très peu de... Il y avait un tram qui s'appelait la ceinture. Il faisait toujours le même tour, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Il desservait la ville. Il venait de la gare jusqu'au tranché, et puis il repartait sur plein palais. Il faisait toujours le même circuit. De temps en temps, le dimanche, ils remettent les anciens trams. Et puis il y avait, comment ils appelaient le Watman. Et puis il avait aussi une grande sacoche. Et puis parce qu'on payait avec la monnaie, alors il appuyait sur les touches pour sortir, pour rendre la monnaie. Ça, je me souviens. Puis c'était toujours écrit là vers le conducteur, ne pas déranger le Watman. Je ne sais pas pourquoi il appelait le Watman, mais c'était comme ça. Et vous avez vu des objets qui conservent restés de vos arrière-grands-parents? Ben oui, qu'est-ce que oui, tu as dû connaître encore. Non, mais comme objet, qu'est-ce que j'ai reçu ou j'ai vu tu m'avais montré des jouets à toi que tu avais, ou des petites... Des livres? Des livres, oui, des livres. Oui, j'ai toujours un de ces livres. C'est La Dame aux Camélias. Ah oui? De Dumas. Oui, il est presque d'origine celui-là. Et donc c'est vraiment une vieille édition. Et puis ma mère me l'a donné. Et puis elle le lisait chaque année. Chaque année je lisais, et chaque année je pleurais. Puis avant de le donner, donc j'ai donné à Jean-Christian. J'ai voulu le relire, mais là j'ai pu pleurer. Oui, c'est une histoire triste, la Dame. Ah oui, c'est la Dame. C'est quel opéra qui a inspiré de ça? C'est la Traviata? La Traviata. Traviata, c'est inspiré de la Dame aux Camélias. Donc c'est une histoire qui finit mal. Et elle me l'a donné. Et puis à l'intérieur, il y a 2 petites fleurs. Ouais. J'avais pris des fleurs séchées qui sont toujours dans le livre. Et maintenant, il est chez moi. Je l'avais prêté à ma fille qui l'a lu. Et puis là, il est toujours dans la bibliothèque. Et c'était ton livre préféré, non? Ah oui, à l'époque, on relisait un peu toujours les mêmes livres parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Je pense qu'à l'époque, ils parlaient de façon beaucoup plus soutenue que maintenant. Les gens, on n'a qu'à lire justement quand on lit les grands classiques, ils utilisent le subjonctif de l'imparfait, plus personne n'utilise cette chose-là. Et même quand on lit justement ces grands classiques où il y a des dialogues, le jardinier, il parle mieux que Macron. Il a un vocabulaire plus élaboré, et quand on lit ces dialogues de ces classiques, et puis j'imagine que les profs parlaient comme ça. Maintenant, personne parle comme ça. La langue, c'est standardisé, c'est un peu le nivellement vers le bas. C'était, je pense, plus riche à l'époque. Parce que moi, quand j'étais gamine, nous sommes protestants. Alors, si je voyais quelqu'un, camarade, la première chose que mes parents me demandaient, que fait son père et quelle religion? On ne mélangeait pas les protestants et les catholiques. Et je suis retournée il y a quelques années à l'anniversaire de mon école primaire.
On s'est retrouvés exactement la même chose. Tous les protestants de côté, les catholiques, on a gardé ça de l'enfance. Mais on ne mélangeait pas les protestants. Il fallait aller à l'église tous les dimanches, bien sûr. Ouais. Non, c'était une autre vie. Tous les dimanches, je devais aller à l'église. Ouais. Et les catholiques aussi. Les catholiques de leur côté, les protestants de leur côté. Oui, les gars, c'était pas... Non. Et si, même quand je me suis mariée, si j'avais épousé un catholique, ça aurait été très très mal vu. Par chance, mon mari était protestant, mais je n'aurais pas pu épouser un catholique. Les catholiques et les protestants c'était séparé. Et puis dans les classes, il y avait les élèves forts et les élèves faibles. Et par exemple, moi j'étais à l'école de la rue Ferdinand Leclerc. Alors ceux qui habitaient en haut, c'était tous des élèves forts, passaient des cartes. Et ceux qui habitaient dans les rues basses, automatiquement, si vous étiez pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de moyens, on vous classait automatiquement dans les faibles. Il y avait finalement que ceux qui avaient un peu d'argent qui étaient considérés. À l'époque, on ne les considérait pas. On mettait les faibles et les forts. Ce n'était pas le même traitement. Évidemment, les faibles n'avaient jamais de prix, mais les forts raflaient tous les prix. Avant, on était séparés, les garçons et les filles. Oui, là. Même encore à l'école secondaire, quand j'avais 15-16 ans, on était toujours séparés. Le collège Calvin et puis l'école, c'était à la rue d'Italie. Et maintenant le collège. C'était le collège Candolle, mais Candolle c'est plus maintenant, je crois que c'est une. Je sais plus ce que c'est, mais voilà, Candolle c'est la rue d'Italie, vers le rond-point de Rive, ça c'était le collège des filles et les garçons ils étaient à Calvin. C'était séparé, même à l'école primaire. Ouais. Ah oui, on était toujours. Et pendant la guerre, alors ils avaient fermé l'école en ville parce qu'il y avait une autre école secondaire. Alors ceux à la rue Voltaire, c'est toujours le collège Voltaire, je crois. Alors il y avait ceux de Voltaire allaient le matin à l'école et ceux de la rue d'Italie allaient l'après-midi. Ça c'était pendant ils avaient fermé notre école. Ouais. Je ne pouvais pas sortir. Le soir, c'était très strict. On avait 1 heure d'arrivée. Peut-être si c'était 10 heures le soir, on m'attendait. Si j'avais 5 minutes de retard, c'était grave. On n'allait pas de liberté, on n'allait pas boire, je ne sais pas, même un chocolat chaud ou quelque chose. À l'époque, c'était des tea rooms. Maintenant, on n'allait jamais seul. Non. Ça ne se faisait pas. Et par exemple, mes habits, je ne pouvais jamais les choisir. Toujours ma mère qui choisissait. On avait une couturière qui venait à la maison. Elle choisissait le tissu, et la couturière faisait les habits sur place. Alors après l'école, j'ai travaillé à la radio suisse. Alors là, j'ai commencé, mais pas la télévision suisse, hein. C'était les télécommunications. Et j'ai commencé avec le Morse. Et j'ai fini avec l'ordinateur. Parce que je n'ai pas travaillé pendant leur enfance. Ouais. Non. Et j'ai travaillé que 9 ans, donc c'est pas beaucoup. Et c'est quand tu allais au Palais Mascotte? Pardon? Tu m'as parlé du Palais Mascotte. Ah oui, mais ça, parce que j'avais un cousin qui était aussi fils unique. Il avait 5 ans, malheureusement il est décédé, il avait 5 ans plus que moi. Alors je pouvais sortir avec lui, c'était mon chaperon, on appelait ça un chaperon. Puis des fois, bon, on ne disait pas à nos parents, mais je sais ce que je disais à Jean-Christ tout à l'heure, on allait au Palais Mascotte. Mais là, on allait un peu s'encanailler. Et j'ai fait les 2 extrêmes. Avec lui, j'ai fait le Palais Mascotte et la Calas à Paris. Alors c'est vrai. Puis j'allais toujours, c'est Yehudi Menuhin, le festival Yehudi Menuhin qui existe toujours. À l'époque, il était dans la petite église de Saanen et il est maintenant à Gstaad parce que ça s'est évidemment agrandi. Et puis c'était vraiment, comment dire, la musique, l'opéra, c'était pour une certaine classe de la population. Évidemment, il y avait le poulailler tout en haut.
Ouais. Mais Mais les relations de couple, c'était comment? Ah. L'amour, c'était la même chose que maintenant? C'est ça que vous voulez dire? Ouais. Les relations entre homme, mari et femme. Ah oui, oui, mais je dois franchement vous avouer que mon père était très volage. Alors, mais les femmes acceptaient parce que les femmes n'avaient pas de profession. Elles ne pouvaient pas travailler, alors elles acceptaient que les maris à la gauche, à droite, parce qu'elles pouvaient pas, elles n'auraient pas pu vivre. Surtout que c'était pas comme maintenant obligatoire une pension et tout. Non, non. Et moi, justement, évidemment, quand j'étais gamine, mon père, il partait 3-4 jours, on ne savait pas où il était. Moi, quand je revenais, j'étais folle de joie, mais évidemment, ma mère, c'était pas la même chose. Ah, c'était vraiment une autre vie. Et ensemble, j'ai eu les enfants tard, alors ça m'a... C'est bien, parce qu'on reste jeune. Surtout que son papa était souvent loin. La maison, c'était un petit peu l'auberge espagnole. Hein. Ah oui, tous mes amis que j'ai connus quand j'ai 10 ans, je les vois encore. Donc ça fait plus de 50 ans que je les connais. Et puis on était tout le temps... Le point de ralliement, c'était notre appartement. Et tous mes amis venaient, et puis, et comme je dis, c'est un groupe d'amis que je vois toujours. On s'est tous retrouvés pour tes 60 ans. On s'est tous retrouvés pour mes 60 ans au mois de juillet. Alors il y en a que je vois moins souvent, il y en a que je vois très régulièrement, mais on était vraiment une équipe d'amis hyper soudée. Et puis c'était toujours chez nous. Je les vois aussi, hein, bah, certains. oui, ils t'adorent. Ils disent, ah, toujours comment ta maman. Ce que j'avais reçu comme message pour mes 90 ans. Ouais. Exactement. J'ai pleuré vraiment quand j'ai lu ça. Peut-être vous avez quelque chose comme règle d'or. Comment vous en pensez? Ouais. Bah, je sais pas comment. Mais c'est vrai que tu es resté jeune aussi, parce qu'on était là, quoi. Toujours, tous mes amis venaient à la maison. Ah oui, oui, c'était... Le matin, je ne savais pas combien il y en avait dans la chambre de Jean-Christ, hein, souvent. Ah, quand on Il rentrait. dormait à la maison, il mangeait à la maison. Et je pouvais le faire ça parce que je ne travaillais pas déjà. Et mon mari voyageait beaucoup pour son travail. Alors c'est... Et surtout moi, d'avoir été enfant unique, j'avais ce besoin non d'avoir justement du monde. Ça m'a beaucoup manqué de ne pas avoir de frères et sœurs. Ouais. Moi, je suis fière de mes enfants, de moi. Moi, j'ai fait mon devoir de maman. Je crois que j'aurais consacré beaucoup de temps et puis ils me le rendent bien maintenant. Parce que maintenant, je suis quand même plus fragile. Alors, c'est moi qui ai besoin de... Parce que je peux dire qu'avec mon mari, j'ai été très heureuse et j'ai surtout eu de merveilleux enfants. Et maintenant, des petits-enfants et même un arrière-petit-fils. Alors, la famille... Parce que je dis, si je ne m'entendais pas avec mes enfants, j'aurais eu l'impression d'avoir raté ma vie. Pour moi, l'essentiel dans ma vie, c'était mes enfants. Oui, c'est vrai que j'étais assez dissipé dans mon adolescence, je faisais vraiment beaucoup la fête, mais ma mère me disait tout le temps, tant que ça va à l'école, je dis rien. Et puis j'ai toujours fait des... t'as jamais imposé quelque chose. Tout, elle a dit tant que ça va à l'école, et l'école ça allait bien. Juste il y a eu une année qui s'est mal passée parce que j'ai un ami qui est décédé, et puis c'était... Je ne pouvais rien faire, mais sinon, comme ça marchait à l'école, j'ai jamais eu de problème, que ce soit à l'école secondaire, à l'université. Donc ma mère me disait, si ça va à l'école, je dis rien. Donc je pouvais faire la fête, je pouvais faire le fou, mais comme j'assurais au côté études, c'était bon. C'était le deal, c'était ça. Ouais. J'ai dit, même s'il faut une bêtise, je préfère le savoir, qu'on puisse arranger les choses. J'aurais toujours fait confiance, toujours. Hein? Ouais. Mon père était un dilettante jusqu'à 50 ans. Il a fait un petit peu d'études de médecine, un petit peu de droit, un petit peu de jardinage. Il a tout essayé. Mais avec son frère, ils ont vraiment fait les 400 coups. La sœur, non, la sœur, elle est restée riche jusqu'à sa mort, tandis que les deux frères, ils étaient fauchés. Ouais. À 50 ans, il n'y avait plus rien. Mais leur sœur, elle a toujours été riche jusqu'à la fin de ses jours parce qu'elle a été plus raisonnable. Mais ils ne se parlaient pas,
Les deux frères étaient très complices, mais pas avec la sœur. Elle était trop sérieuse pour eux. Non, mon père, il a fait les 400 coups, alors vraiment. Il a même été jusqu'au Brésil, à l'époque, ça se faisait en bateau. Et non, il a voyagé Au Japon. au Japon. J'ai un tableau dans le bureau. Oui, là, il a voyagé. Mais alors, écoutez, c'était formidable parce que quand il a, comme il avait beaucoup de relations, quand il a voulu commencer à travailler, on l'a tout de suite bombardé le directeur. Bon, il avait un bagage, mais il était tout de suite directeur. Il ne connaissait rien. Directeur de quoi? Il était chez Darek, c'était je ne sais plus ce qu'il faisait chez eux. Mais il était un directeur il surveillait les ingénieurs, lui il n'avait pas de diplôme. Il n'avait aucun diplôme parce qu'il n'avait jamais été au bout de ses études. Il était très particulier, mais moi je l'adorais justement parce qu'il n'était pas comme les autres. Ma mère chantait tout le temps. Quand elle était jeune, hein, après non, avec l'âge. Mais je me souviens que ma mère chantait beaucoup. Puis on m'a obligée à faire du piano. Mais c'était horrible parce qu'on le jouait, on nous mettait une règle sur la main. Si la règle tombait, le professeur prenait la règle et puis nous tapait sur la main. Alors j'ai détesté le piano. Puis tout le temps, t'as fait ton piano, va faire ton piano. C'était tout le temps ça. Non, j'ai pas aimé. D'ailleurs, le piano, ben, il est ici. Le piano, il est là. Il est là. Il est là. Ben, je parlais un peu anglais. J'ai fait un diplôme de commerce à Berne, donc en allemand. Et puis je parle un peu l'anglais. Oui, je me débrouille en anglais quand on était aux États-Unis. Oui, ça va, là, oui. Mais avant, tu parlais allemand couramment. Ah oui, avant, je parlais allemand couramment, mais maintenant, si je commence à parler allemand, je termine en anglais. Oui, parce que j'ai fait un diplôme en allemand. Bah ouais, d'accord. Diplôme de commerce. Non, tout ce que je veux, c'est que mes enfants soient heureux. Et surtout, ce que je veux pas d'acharnement thérapeutique, ça j'ai dit que je ne voulais absolument pas. Je veux que mes enfants gardent le souvenir comme je suis. Alors, on m'a demandé ce que c'était pour moi l'acharnement thérapeutique. Ça, j'ai dû savoir des tuyaux partout. Mais ce que je veux, c'est qu'ils gardent le souvenir comme je suis. Ouais. Est-ce que vous bougez beaucoup et est-ce que vous marchez beaucoup? Je marche beaucoup. D'ailleurs, je ne voulais pas prendre d'abonnement des TPG parce que je me dis, si j'ai l'abonnement, je marcherai moins. C'est ça. Puis comme j'habite en ville où il y a tout à proximité, je marche. Et puis non, je marchais. Peut-être maintenant, évidemment, un peu moins ces derniers temps, mais je marche. Si je m'arrête de marcher, c'est fini. Exactement. Vous aimez les chiens? J'aime beaucoup marcher. Les chiens, les animaux. Quand les chats. Oui, mais le chien, j'avais les bergers allemands. Et j'ai dit que si on avait un chien, ce serait un berger allemand. J'aime pas les petits chiens, mais on a toujours eu des chats. On a tout eu. Quand on était petit, on avait un lapin. On avait un lapin, des tortues, des oiseaux. Ouais, on avait plein d'animaux. Mais c'était plus. Et voulait un chien. Ouais. Et puis j'étais pas. Oh oui, on le sortira, puis pas trop. Par contre, les étudiants asiatiques, style japonais ou chinois, ils se concentrent uniquement sur la grammaire, ils font tout juste, mais pour l'oral, c'est très compliqué parce qu'ils ne veulent pas parler s'ils ne sont pas sûrs que la phrase qu'ils vont dire est 100% correcte. Donc ils attendent, mais le problème c'est que si tout le monde discute, c'est trop tard. On a déjà changé le sujet. Donc c'est ça les grandes différences. Les gens plus extravertis, surtout l'Amérique du Sud, et les gens d'asiatiques qui sont beaucoup plus renfermés et qui sont plus scolaires. Alors là, la grammaire c'est tout juste. Quand on fait des tests écrits, c'est parfait. Par contre, quand il y a un examen oral, c'est moins bien. Et pour les latinos, c'est le contraire. Alors l'examen oral, c'est très bien. Et puis l'écrit, c'est moins bien. Ouais. Donc il y a quand même des différences. Ouais. Et vous aussi, vous avez appris de vos élèves quelque chose, par exemple, sur la vie ou bien sûr que oui, parce que tout d'un coup, par exemple ces dernières années, là, depuis le début de la guerre en Ukraine, j'ai fait un tarif spécial pour les Ukrainiens, j'ai vu beaucoup de gens arriver, et puis de les écouter parler, ça a fait aussi relativiser mes petits problèmes.
d'entendre des gens qui viennent d'un pays en guerre, etc. Et voilà. Mais je tiens à dire aussi que dans les classes, on a des fois eu des nationalités qui étaient en conflit ou qui le sont encore. Dans les mêmes classes, j'ai des étudiants russes et ukrainiens, ça se passe très bien. À l'époque, j'avais eu des étudiants serbes du Kosovo, ça se passait très bien aussi, parce qu'ils sont là pour apprendre le français. Et puis, ils ont le même but, et puis ils n'amènent pas le conflit à l'école. Exactement. Et est-ce que vous connaissez, parmi vos élèves, qui sont devenus un peu connus Oui, vous connaissez-vous? Oui, et puis sinon, des élèves qui sont devenus connus. Alors, j'ai plusieurs étudiants qui sont à l'université maintenant, qui font des études universitaires brillantes. Il y en a une qui est psychologue, une étudiante russe qui est arrivée il y a quelques années. Maintenant, elle a fini l'université, elle parle parfaitement français. Ils ont trouvé un travail, ils se sont mariés. Oui, donc ils ont vraiment avancé. Et quelques élèves, ils se marient peut-être ici. Un mariage, ouais. J'ai eu un mariage à l'école, c'était au début de l'école, c'était en 2002-2003. Donc ils se sont mariés, donc c'était une étudiante brésilienne avec un étudiant suisse-allemand. Dès j'étais leur prof. Et lui, quand il est arrivé dans la classe, tout de suite, il y a eu un coup de foudre entre les deux. Et puis quelques mois après, on avait la soirée de Noël, et puis c'est là que leur histoire a commencé. J'étais invité à leur mariage. Ils ont eu 2 ou 3 enfants, j'ai gardé contact. Quand on a fait les fêtes spéciales, les 10 ans, les 15 ans de l'école, ils sont venus. Dernièrement, j'ai communiqué, je garde toujours le contact, surtout avec le mari. Et puis là, il m'a annoncé qu'il était divorcé. Donc on a eu un mariage et un divorce. Et voilà, mais oui. Et puis il y a des étudiants qui sont devenus mes amis, que je garde contact avec eux. Parce que là aussi j'ai eu à peu près 3500 étudiants. Alors il y en a des plus importants que d'autres, mais il y en a avec qui j'ai gardé contact. Il y a des étudiants qui sont devenus amis, qui se voient encore, etc. Oui. Et à Genève, il y a beaucoup d'écoles privées, n'est-ce pas? Oui, mais est-ce que vous avez votre méthode un peu spéciale disons, ici, ce qui est bien, c'est que c'est une petite structure. C'est pas comme IFAGE, etc. C'est que tout le monde se connaît. Comme on a le système qu'on change de classe tous les 3 mois, les professeurs connaissent tous les étudiants, donc tout le monde se connaît, et puis on organise des choses. Là, la semaine prochaine, on va faire une soirée théâtre. Chaque année, on fait une soirée théâtre. On organise des différentes fêtes. De Noël, le pique-nique d'été, on fait beaucoup d'activités comme ça, on a fait une randonnée avec des étudiants, une fois j'étais parti à Gruyère. Donc voilà, c'est des étudiants qui étaient dans d'autres écoles, ils me disent ici c'est plus cool. Et puis je veux dire au niveau de la méthode, ça marche bien. Les professeurs sont excellents, et donc ça se passe bien, mais c'est peut-être plus décontracté que certaines écoles. Et maintenant, nous sommes au XXIe siècle et la langue française, il a changé comment? Par exemple, il est bien enrichi ou le contraire? Par exemple, les gens maintenant utilisent SMS. Comment? Oui, non, moi je pense que ça c'est pas vraiment enrichi, c'est plutôt le contraire. Et puis maintenant, ce que je vois aussi, c'est que des fois, quand je demande des devoirs de production écrite, je me dis, lui, il a fait son devoir avec ChatGPT. Ouais. C'est trop bien, c'est trop bien pour être vrai, c'est pas possible. Donc maintenant aussi, une des choses qui est pénible, c'est les téléphones. C'est les étudiants qui passent. J'ai des étudiants, j'explique quelque chose, et puis il me dit, non mais le téléphone il a dit ça. Alors je dis, mais vous croyez quoi? Votre traducteur Google ou quelqu'un de langue maternelle française et qui enseigne le français depuis 30 ans? Téléphone ou moi? Faites votre choix. Et c'est pour ça qu'on fait maintenant le vendredi sans téléphone. C'est une classe sans téléphone, parce que beaucoup d'étudiants, je vois très bien, quand on dit quelque chose, ils vont vérifier sur le téléphone si c'est correct. Et c'est quand même, ça c'est un poison. Donc, mais voilà, ça peut être utile, mais des fois, surtout, ça n'aide pas tous les étudiants, mais quand on croit plus son téléphone que son prof, ça devient inquiétant. Et comme professeur de langue française, en regardant la télévision, par exemple, les députés ou les ministres, même les présidents, ils parlent correct, bon français? Pas tous. Pas tous, on entend le truc malgré que.
Hein, donc plein de fois, les journalistes, malgré que j'ai fait ça, alors que c'est complètement faux, on ne peut pas dire malgré que, c'est malgré plus un substantif, on peut mettre malgré le fait que, mais pas malgré qu'il fait froid. C'est impossible. Ça, on entend souvent les gens qui inventent des liaisons. Ça, c'était la spécialité de Sarkozy. On peut en entendre par des journalistes, quelquefois. Et c'est assez drôle. Drôle. Je pense qu'à une certaine époque, c'était impossible d'entendre les gens à la télévision faire des fautes de français. Les hommes politiques francophones, ce pas des gens qui ne sont pas de langue maternelle française qui font ces erreurs. Oui, justement, des fois on entend à la télévision des journalistes sportifs, pas toujours, mais il ne faut pas lancer la pierre aux sportifs. Mais voilà, la faute typique, c'est malgré que. Malgré qu'il a fait un bon match, il a perdu. Non, malgré que, ça n'existe pas. Il faudrait dire malgré le fait qu'il ait fait un bon match, etc. Et puis les liaisons inventées, qui n'existent pas. Il passe à l'école. Et c'était Sarkozy qui était pas mal à ce niveau-là. J'avais vu des vidéos, ils avaient mis toutes ces fautes de français dans les discours. Et c'est quand même étonnant. Et plus qu'étonnant, navrant. C'est ça. Ouais. Et par exemple, un vocabulaire, il doit être à peu près combien, par exemple? Alors tout dépend du niveau des classes. Niveau de classe. Voilà, si je suis avec des débutants, je vais parler hyper lentement, utiliser un vocabulaire simple, et puis plus le niveau des classes monte, plus on élargit le vocabulaire, hein, c'est clair, donc ça dépend du niveau de la classe. Et après, ce qui est drôle, c'est que quand on arrive dans les classes avancées, on apprend aussi le langage familier, le verlan, zarbi, donf, ouf. Donc on apprend un peu le vocabulaire qu'on peut entendre quand on regarde un film, hein, le vocabulaire de la rue. D'accord. Ça, on l'apprend dans les niveaux avancés. La Suisse est un pays unique, donc il y a même 4 langues officielles, n'est-ce pas? Par exemple, si vous ne parlez pas en allemand, est-ce que c'est la honte pour les Suisses ou comment? Plus maintenant. Alors à une époque, il fallait parler allemand. Hein. Si par exemple on voulait monter dans les banques, donc les banques suisses, hein, UBS, SBS, avant il y avait la SBS, si on ne parlait pas allemand, ça coupait la carrière. Hein. Dans les carrières militaires aussi. Hein. Il fallait parler de toute façon allemand. Maintenant, moins. Bon, moi j'ai appris l'allemand, 7 ans, hein, c'est obligatoire, mais quand je vais en Suisse alémanique, déjà j'ai un choc culturel, mais je fais de toute façon l'effort de parler en allemand, hein, ce que je me souviens, parce qu'il faut s'adapter. Oui, le petit, mais quand je parle en allemand en Suisse alémanique, ils me répondent en français. Parce que eux parlent mieux français en général que nous parlons allemand. Mais des fois, je me suis retrouvé en voyage à rencontrer un Suisse allemand qui parlait rien de français, et puis moi, mon allemand, il était trop bas, donc on se retrouvait à parler en anglais. Alors on habite à 200 km l'un de l'autre, on a le même passeport, on vient de Suisse, et on doit se communiquer en anglais. C'est assez fou. Déjà, je leur dis que s'ils font que ce qu'ils font à l'école et les devoirs, ça ne suffira pas. Il faut essayer de parler français en dehors des cours, même regarder la télévision, même si au début on ne comprend rien, hein, on comprend 10%, après peut-être 20%, mais il faut essayer d'avoir, alors après c'est pas facile, je dis il faut avoir des amis, des connaissances francophones, il y en a qui disent j'en ai pas. Et là justement je vois aussi, il y a souvent des couples, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'étudiantes, hein, ici 80%, qui ont un copain suisse ou français, et à partir du moment où ils décident à parler français dans le couple, ils font des progrès immenses. Et c'est ça, il faut pratiquer la langue en dehors de l'école, c'est ça l'important. Pas se limiter à 3 heures par jour. C'est déjà pas mal, mais ça ne suffit pas. Et je sais, un de vos hobbies, c'est cumuler des chocolats. Ah oui, on a le musée du chocolat dans la salle de pause. Oui, c'est votre hobby, vraiment? Oui, parce que souvent, tout ce qui décore l'école, c'est des cadeaux d'étudiants. Donc je les mets ici, je les expose dans mon bureau, dans la salle de pause. Et puis j'ai lancé cette histoire de chocolat, parce que tout d'un coup j'ai eu du chocolat qui venait du Kazakhstan, du Kirghizistan, après aussi de Russie, d'Ukraine, de Slovénie, de Slovaquie, de Lituanie. Alors je me suis dit c'est marrant, j'ai découpé les plaques. Mais tout ce que j'espère, c'est de vivre heureuse avec mes enfants et puis mes petits-enfants. Non, je peux dire merci la vie, elle m'a gâtée. J'ai quand même eu de la chance dans la vie.
Et j'ai surtout la chance d'avoir des enfants. Vous chuchotez, comment vous chuchotiez quand il était jeune, enfant? Comment j'étais comment quand j'étais enfant? Pardon? Comment j'étais quand j'étais enfant? Il était assez casse-cou. Oh, il avait peur de rien. Sauf quand il regardait les dessins animés où il y avait quelque chose de grave. Je ne sais pas plus quel dessin animé. Tu te cachais derrière le fauteuil. Ouais, des films un peu Oui, mais non, mais il était assez. Mais toujours pas de problème à l'école, c'était toujours parfait. Toujours beaucoup de copains. Non, il était. Je me souviens que tous les jours, ils avaient rendez-vous à 6h, à 18h à la chapelle. Non, il était très facile. Par contre, il a eu toutes les maladies d'enfance. Tout. 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 On devait pas. Et souvent, je devais rejoindre mon mari où il se trouvait. Vous étiez sûr, un des deux tombait malade. Donc j'annulais chaque fois. Parce que je ne serais pas partie en les laissant malades. Hein. Non. Mais tout ce que c'est pouvoir vivre encore quelques années comme ça, quelques mois, je ne sais pas. Je vous remercie pour votre histoire et votre interview très riche et intéressante. Je vous remercie. C'est un plaisir. Ouais, super. Je suis fier de vous aussi. Merci. Un étudiant qui a réussi aussi. Merci. C'est beaucoup. Ouais, merci. Merci. Et si vous embrassez votre mère, ça serait bien. Ok. Oui. Et de l'autre côté aussi. Voilà. Bien sûr. Pour l'éternité. Ouais. Exactement. Pas trop. Par contre, les étudiants asiatiques, si japonais ou chinois, ils se concentrent uniquement sur la grammaire, ils font tout juste, mais pour l'oral, c'est très compliqué parce qu'ils ne veulent pas parler s'ils ne sont pas sûrs que la phrase qu'ils vont dire est 100% correcte. Donc ils attendent, mais le problème c'est que si tout le monde discute, c'est trop tard. On a déjà changé le sujet. Donc c'est ça les grandes différences. Hein. Les gens plus extravertis, surtout l'Amérique du Sud, et les gens d'asiatiques qui sont beaucoup plus renfermés et qui sont plus scolaires. Alors là, la grammaire, c'est tout juste. Hein. Quand on fait des tests écrits, c'est parfait. Par contre, quand il y a un examen oral, c'est moins bien. Et pour les latinos, c'est le contraire. Alors, l'examen oral, c'est très bien. Et puis, l'écrit, c'est moins bien. Ouais. Donc, il y a quand même des différences. Ouais. Et vous aussi, vous avez appris de vos élèves quelque chose, par exemple sur la vie ou bien sûr que oui, parce que tout d'un coup, par exemple ces dernières années, là, depuis le début de la guerre en Ukraine, j'ai fait un tarif spécial pour les Ukrainiens, j'ai vu beaucoup de gens arriver, et puis de les écouter parler, ça fait aussi relativiser les petits problèmes, hein, d'entendre des gens qui viennent d'un pays en guerre, etc. Et voilà. Mais je tiens à dire aussi que dans les classes, on a des fois eu des nationalités qui étaient en conflit ou qui le sont encore. Dans les mêmes classes, j'ai des étudiants russes et ukrainiens, ça se passe très bien. À l'époque, j'avais eu des étudiants serbes du Kosovo, ça se passait très bien aussi, parce qu'ils sont là pour apprendre le français. Et puis, ils ont le même but, et puis ils n'amènent pas le conflit à l'école. Exactement. Et est-ce que vous connaissez, parmi vos élèves, qui sont devenus un peu connus ou... Oui, vous connaissez-vous? Oui, et puis sinon, des élèves qui sont devenus connus. Alors, j'ai plusieurs étudiants qui sont à l'université maintenant, hein, qui font des études universitaires brillantes. Il y en a une qui est psychologue, une étudiante russe qui est arrivée il y a quelques années. Maintenant, elle a fini l'université, elle parle parfaitement français. Ils ont trouvé un travail, ils se sont mariés. Oui, donc ils ont vraiment avancé. Et quelques élèves, ils se marient peut-être ici. Un mariage, ouais. J'ai eu un mariage avec quoi? C'était au début de l'école, hein. C'était en 2002-2003. Donc ils se sont mariés. Donc c'était une étudiante brésilienne avec un étudiant suisse-allemand. J'étais leur prof. Et lui, quand il est arrivé dans la classe, tout de suite, il y a eu un coup de foudre entre les deux. Et puis quelques mois après, on avait la soirée de Noël. Et puis c'est là que leur histoire a commencé. J'étais invité à leur mariage. Ils ont eu 2 ou 3 enfants. J'ai gardé contact. Quand on a fait des fêtes spéciales, les 10 ans, les 15 ans de l'école, ils sont venus.
Dernièrement, j'ai communiqué, je garde toujours le contact, surtout avec le mari, et puis là, il m'a annoncé qu'il était divorcé. Donc on a eu un mariage et un divorce. Et voilà, mais oui. Et puis, il y a des étudiants qui sont devenus mes amis, que je garde contact avec eux. Parce que là aussi, j'ai eu à peu près 3500 étudiants. Alors, il y en a des plus importants que d'autres, hein. Mais il y en a avec qui j'ai gardé contact. Il y a des étudiants qui sont devenus amis, qui se voient encore, etc. Oui. Et à Genève, il y a beaucoup d'écoles privées, n'est-ce pas? Oui, mais est-ce que vous avez votre méthode un peu spéciale disons, ici, ce qui est bien, c'est qu'il y a une petite structure. C'est pas comme IFAGE, etc. C'est que tout le monde se connaît. Comme on a le système qu'on change de classe tous les 3 mois, les professeurs connaissent tous les étudiants, donc tout le monde se connaît, et puis on organise des choses. Là, la semaine prochaine, on va faire une soirée théâtre. Chaque année, on fait une soirée théâtre. On organise des différentes fêtes, de Noël, le pique-nique d'été, on fait beaucoup d'activités comme ça. On a fait une randonnée avec des étudiants, une fois j'étais parti à Gruyère. Donc voilà, c'est des étudiants qui étaient dans d'autres écoles, ils me disent ici c'est plus cool. Et puis je veux dire au niveau de la méthode, ça marche bien. Les professeurs sont excellents et donc ça se passe bien, mais c'est peut-être plus décontracté que certaines écoles. Et maintenant nous sommes au XXIe siècle et la langue française, il a changé comment? Par exemple, il est bien enrichi ou le contraire? Par exemple, les gens maintenant utilisent SMS. Comment? Oui, non, moi je pense que ça c'est pas vraiment enrichi, c'est plutôt le contraire. Et puis maintenant, ce que je vois aussi, c'est que des fois, quand je demande des devoirs de production écrite, je me dis, lui, il a fait son devoir avec ChatGPT. Ouais. C'est trop bien, c'est trop bien pour être vrai, c'est pas possible. Donc maintenant aussi, une des choses qui vraiment qui est pénible, c'est les téléphones. C'est les étudiants qui passent. J'ai des étudiants que j'explique quelque chose et puis il me dit non mais le téléphone il a dit ça. Alors, je dis mais vous croyez quoi? Votre traducteur Google ou quelqu'un de langue maternelle française et qui enseigne le français depuis 30 ans? Téléphone ou moi? Faites votre choix. Et c'est pour ça qu'on fait maintenant le vendredi sans téléphone. C'est une classe sans téléphone parce que beaucoup d'étudiants, je vois très bien quand on dit quelque chose, ils vont vérifier sur le téléphone si c'est correct. Et c'est quand même ça, c'est un poison. Donc, mais voilà, ça peut être utile, mais des fois, surtout, ça n'aide pas tous les étudiants, mais quand on croit plus son téléphone que son prof, ça devient inquiétant. Et comme professeur de langue française, en regardant la télévision, par exemple, les députés ou les ministres, même les présidents, ils parlent correct, bon français? Pas tous. Pas tous. On entend le truc malgré que, plein de fois les journalistes, malgré que j'ai fait ça, alors que c'est complètement faux, on ne peut pas dire malgré que, c'est malgré plus un substantif, on peut mettre malgré le fait que, mais pas malgré qu'il fait froid. C'est impossible. Ça, on entend souvent les gens qui inventent des liaisons. Ça, c'était la spécialité de Sarkozy. On peut en entendre par des journalistes, quelquefois, et c'est assez drôle. Je pense qu'à une certaine époque, c'était impossible d'entendre les gens à la télévision faire des fautes de français. Des hommes politiques francophones, ce pas des gens qui ne sont pas de langue maternelle française qui font ces erreurs. Oui, justement, des fois on entend à la télévision des journalistes sportifs, pas toujours, mais il ne faut pas lancer la pierre aux sportifs. Mais voilà, la faute typique, c'est malgré que. Malgré qu'il a fait un bon match, il a perdu. Non, malgré que ça n'existe pas. Il faudrait dire malgré le fait qu'il ait fait un bon match, etc. Et puis les liaisons inventées qui n'existent pas. Il passe à l'école. Et c'était Sarkozy qui était pas mal à ce niveau-là. J'avais vu des vidéos, ils avaient mis toutes ces fautes de français dans les discours. Et c'est quand même étonnant. Plus qu'étonnant, navrant. C'est ça. Ouais. Et par exemple, un vocabulaire, il doit être à peu près combien, par exemple? Alors tout dépend du niveau des classes. Niveau de classe. Voilà, si je suis avec des débutants, je vais parler hyper lentement, utiliser un vocabulaire simple, et puis plus le niveau des classes monte, plus on élargit le vocabulaire, c'est clair, donc ça dépend du niveau de la classe. Et après, ce qui est plus drôle, c'est que quand on arrive dans les classes avancées, on apprend aussi le langage familier, le verlan, zarbi,
donf, ouf. Donc on apprend un peu le vocabulaire qu'on peut entendre quand on regarde un film, le vocabulaire de la rue. D'accord. Ça, on apprend dans les niveaux avancés. La Suisse est un pays unique, donc il y a même 4 langues officielles, n'est-ce pas? Par exemple, si vous ne parlez pas en allemand, est-ce que c'est la honte pour les Suisses ou comment? Plus maintenant. Alors à une époque, il fallait parler allemand. Si par exemple on voulait monter dans les banques, donc les banques suisses, UBS, SBS, avant il y avait la SBS, si on ne parlait pas allemand, ça coupait la carrière. Dans les carrières militaires aussi. Il fallait parler de toute façon allemand. Maintenant, moins. Bon, moi j'ai appris l'allemand, 7 ans, c'est obligatoire, mais quand je vais en Suisse alémanique, déjà j'ai un choc culturel, mais je fais de toute façon l'effort de parler en allemand, ce que je me souviens, parce qu'il faut se Demande moi. Oui, le petit, mais quand je parle en allemand en Suisse alémanique, ils me répondent en français. Parce que eux parlent mieux français en général que nous parlons allemand. Mais des fois, je me suis retrouvé en voyage à rencontrer un Suisse allemand qui parlait rien de français, et puis moi mon allemand il était trop bas, donc on se retrouvait à parler en anglais. Alors on habite à 200 km l'un de l'autre, on a le même passeport, on vient de Suisse et on doit se communiquer en anglais. C'est assez fou. Déjà je leur dis que s'ils font que ce qu'ils font à l'école et les devoirs, ça ne suffira pas. Il faut essayer de parler français en dehors des cours. Même regarder la télévision, même si au début on ne comprend rien, on comprend 10%, après peut-être 20%, mais il faut essayer d'avoir, alors après c'est pas facile, je dis il faut avoir des amis, des connaissances francophones, il y en a qui disent j'en ai pas. Et là justement je vois aussi, il y a souvent des couples, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'étudiantes, ici 80%, qui ont un copain suisse ou français, et à partir du moment où ils décident à parler français dans le couple, ils font des progrès immenses. Et c'est ça, il faut pratiquer la langue en dehors de l'école. C'est ça l'important. Pas se limiter à 3 heures par jour. C'est déjà pas mal, mais ça ne suffit pas. Et je sais, un de vos hobbies, c'est cumuler des chocolats. Ah oui, on a mis des chocolats dans la salle de pause. Oui, c'est votre hobby, vraiment? Oui, parce que souvent, tout ce qui décore l'école, c'est des cadeaux d'étudiants. Donc je les mets ici, je les expose dans mon bureau, dans la salle de pause. Et puis j'ai lancé cette histoire de chocolat, parce que tout d'un coup j'ai eu du chocolat qui venait du Kazakhstan, du Kirghizistan, après aussi de Russie, d'Ukraine, de Slovénie, de Slovaquie, de Lituanie. Alors je me suis dit c'est marrant, j'ai découpé les plaques. Mais tout ce que j'espère, c'est de vivre heureuse avec mes enfants et puis mes petits-enfants. Non, je peux dire merci la vie. Elle m'a gâtée. J'ai quand même eu de la chance dans la vie. Et j'ai surtout la chance d'avoir des enfants. Vous chuchotez, comment vous chuchotiez quand il était jeune? Enfant? J'étais comment quand j'étais enfant? Pardon? Comment j'étais quand j'étais enfant? Il était assez casse-cou. Oh, il avait peur de rien. Sauf quand il regardait les dessins animés, où il y avait quelque chose de grave, je ne sais pas plus quel dessin animé, tu te cachais derrière le fauteuil. Ouais, des films un peu Oui, mais non, mais il était assez... Mais toujours pas de problème à l'école, c'était toujours parfait, toujours beaucoup de copains. Non, il était... je me souviens que tous les jours, ils avaient rendez-vous à 6h, à 18h à la chapelle. Non, il était très facile. Par contre, il a eu toutes les maladies d'enfance. Tout. 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 On devait pas... Et souvent, je devais rejoindre mon mari où il se trouvait. Vous étiez sûr, un des deux tombait malade. Donc j'annulais chaque fois. Parce que je ne serais pas partie en les laissant malades. Non. Mais tout ce que c'est pouvoir vivre encore quelques années comme ça, quelques mois, je ne sais pas. Je vous remercie pour votre histoire et votre interview très riche et intéressante. Je vous remercie. C'est un plaisir. Ouais, super. Je suis fier de vous aussi. Merci. Un étudiant qui a réussi aussi. Merci. C'est beaucoup. Ouais, merci. Merci. Et si vous embrassez votre mère, ça serait bien. Ok. Oh, oui.
ça. Bien sûr, Ouais. pour l'éternité. Ouais. Exactement.